Parfait. OK. Et pensez aussi à couper votre micro pendant la présentation surtout. Et, et on va commencer avec une petite présentation du projet, qui nous sommes, comment ce projet a commencé. Après, on va continuer avec la présentation d'Anne-Laure et finalement, et la troisième partie sera dédiée aux questions et réponses. OK? Génial. OK. Donc, je démarre. Laetitia, oui, c'est à toi. Donc, je suis Laetitia Blanc, donc ravie de voir plein de petits clones parmi nous de Laetitia Blanc. Alors moi, je suis enseignante en SVT en lycée à Manosque, dans le joli département du 04. Donc anciennement chercheuse en écologie, en fait, mes travaux à la base portaient sur la dynamique des populations des grands carnivores, donc surtout sur le lynx boréal. Et c'est dans un laboratoire du CNRS à Montpellier que j'ai eu la chance de rencontrer Charlotte. Bonjour à tous, moi c'est Charlotte Francesia. Aujourd'hui, je suis chercheuse en écologie à l'Office français de la biodiversité, OFB, et je travaille sur les oiseaux migrateurs. Et l'an dernier, j'ai rejoint une formation qui s'appelle Homeward Bound, dont le but c'est de promouvoir les femmes scientifiques qui sont engagées pour la défense de notre planète. Et donc, c'est lors de cette formation-là que moi, j'ai rencontré Reina. Donc, j'ai rejoint cette trio merveilleuse. Moi, je suis Reina Camacho, d'origine vénézuélienne. Je suis chercheuse au CNRS et je suis physicienne de particules. Donc, je partage mon temps entre des études pour essayer de comprendre l'univers et comment ça marche, et la matière surtout, et le développement des programmes et des initiatives de développement des capacités pour surtout former la prochaine génération de scientifiques. Okay. Alors, du coup, on s'est demandé pourquoi, peut-être vous alliez vous demander pourquoi parler de science tous ensemble. Car la science, ça touche à tout ce qui nous entoure. La science, c'est nous, c'est notre relation au monde, notre relation aux autres et à notre société. Et on pense que c'est la base sur laquelle doivent reposer nos réflexions et nos décisions pour notre monde de demain. Et dans le contexte de crise sanitaire exceptionnelle qu'on vit tous aujourd'hui, on pense qu'il est vraiment urgent de comprendre. Et pourquoi proposer des conférencières femmes? Car les femmes, elles sont souvent sous-représentées dans les domaines scientifiques, mais aussi dans les postes décisionnaires. Et c'est comme ça que ce projet est né. Donc, les conférences Gaia cherchent surtout à mettre en avant les femmes scientifiques et leur travail, que c'est super important, surtout parler de ce qu'elles font et avoir des rôles modèles. Nous espérons vraiment que ce type de conférence, qu'avec ce type de conférence, des jeunes femmes puissent arriver à s'identifier et que celles-ci leur permettront de lancer de nouveaux défis aussi. Donc, on va discuter plusieurs sujets dans ce cycle de conférences, des pandémies, les problèmes sociétaux, les changements climatiques, la migration animale, les efforts de conservation des technologies vertes. Et celle-ci en particulier, donc cette première cycle de conférences qui commence aujourd'hui et qui continue jusqu'à la fin du mois de juin, et sera autour du Covid et toutes les implications de cette pandémie qu'on traverse maintenant. Okay? Donc, on va avoir 5 vidéoconférences. Et d'abord, nous tenons à remercier vraiment les associations marraines qui soutiennent cette démarche, 5 tonnes, Femmes et Sciences et Femmes d'aujourd'hui. Alors, d'un point de vue plus pratique, donc du coup, la conférence l'intervention de la conférencière durera une vingtaine de minutes. Et ensuite, on aura une trentaine de minutes de questions-réponses. Donc, on vous invite à transmettre les questions sur la partie chat de la plateforme Zoom, auquel vous avez accès directement via, en bas de votre écran, la petite bulle de BD où il y a écrit converser. Donc, vous pouvez nous transmettre vos questions pendant la conférence, pendant qu'elle parle. On prend note de ces questions et même ensuite pendant la période de questions-réponses. Donc, on prend note de chaque question et ensuite, on les transmettra nous-mêmes à l'oral à la conférencière, une fois la présentation terminée. Et avec cette présentation de projet, on donne la bienvenue à Anne-Laure. Merci beaucoup, Anne-Laure, d'être ici, de partager cette heure avec nous et tes recherches.
d'accepter de venir de parler de tes recherches. Alors, elle est chargée de recherche au CNRS et ses recherches portent sur l'interaction entre la finance internationale et l'économie réelle, c'est-à-dire les moteurs financiers internationaux et de la stabilité réelle et les développements de la finance internationale. Donc, depuis 2010, elle a développé un agenda de recherche sur l'Union monétaire européenne, l'euro dans ses dimensions économiques et politiques, et elle travaille actuellement sur l'effet de la crise sanitaire sur la soutenabilité de l'euro et en général l'économie de la eurozone. Donc, merci beaucoup, Anne. C'est à toi. Ok. Bon, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie de faire partie de ce cycle de conférences. Et donc, voilà, merci d'organiser ça et merci de donner la parole aux femmes qui sont effectivement souvent sous-représentées dans les sciences dures, mais aussi dans les sciences qu'on dit molles. Les sciences économiques étant vraiment particulièrement sous-dotées parce que je crois qu'on est au niveau des physiciens, nous. Voilà, donc c'est très bien que vous laissiez la parole à des femmes. Merci beaucoup, mesdames, de faire ça. Alors, je vous propose, effectivement, je vais parler 20 petites minutes et après, on pourra faire un dialogue. J'ai organisé, en gros, en 3 parties où je vais essayer de vous expliquer en quoi cette crise est exceptionnelle. On l'a vécue de façon exceptionnelle, mais d'un point de vue économique, pourquoi c'est une crise qui a un caractère proche du désastre. En fait, on dit que c'est un événement comme un désastre économique, premièrement. Ensuite, j'essaierai d'arriver aux conséquences pour l'Europe. Effectivement, voilà, c'est quelque chose c'est vraiment un nouveau défi pour l'Europe et en particulier pour la monnaie unique. Et j'essaierai et c'est très lié à comment est-ce qu'on va financer notre dette. Donc, je vais vous parler de France et de l'Europe et quelles sont les solutions pour financer la dette qui va augmenter en gros. Par exemple, en France, on va passer de 100% de PIB à probablement entre 120 et 140%. Donc, je vais expliquer ça. Mais en gros, l'enjeu, et tout le monde en parle en ce moment, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on augmente les impôts? Est-ce qu'on utilise la banque centrale? Est-ce qu'on crée de la monnaie? Et quel type… et puis la question peut-être à laquelle on va essayer d'arriver aussi, c'est une fois qu'on a réglé ces problèmes de dette, ou en tout cas qu'on en a discuté, quel type de croissance on veut et le monde d'après avec un monde très endetté, est-ce qu'il est compatible avec les objectifs de réduction d'émissions de carbone et de changement climatique qu'on s'est fixé. Voilà, alors, donc, premièrement, en quoi c'est une crise exceptionnelle? Donc, on l'a tous vécu de façon, je pense, exceptionnelle, parce que c'était un événement sidérant, dans le sens où on s'est tous retrouvés isolés chez nous. Voilà, et d'un point de vue économique, en fait, qu'est-ce que ça a voulu dire, cette isolation, cet isolement chez nous? Au-delà des effets psychologiques importants, je veux dire, mais d'un point de vue économique, ce que ça a fait, c'est que ça a paralysé l'offre et la demande. Et c'est assez rare qu'on ait un événement économique qui vous paralyse les 2 canaux. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que les économistes ont des théories en tête et pour comprendre les mécanismes, en fait, il faut d'abord comprendre comment se manifeste la crise. Pour comprendre ces mécanismes et pour mettre en place des bonnes politiques économiques derrière. Or là, en fait, en enfermant tout le monde, ou en tout cas une grosse partie des gens chez eux, on a, et ce qu'il fallait absolument, je veux dire, la question n'est pas… je ne remets pas du tout en question cette politique-là, mais on a paralysé à la fois l'offre, c'est-à-dire que le côté marché du travail, entreprise, en fait, les producteurs, pardon. Donc, en fait, on a arrêté la production d'une énorme partie de l'économie française et en même temps, on a bloqué la demande puisque la plupart de la consommation, à part la consommation de biens primaires, a été bloquée.
Et donc, on entend parler aujourd'hui du tourisme qui s'est complètement arrêté, de l'industrie automobile qui s'est complètement arrêtée, de l'industrie, la distribution de textiles, etc. Alors voilà, donc c'est vraiment d'un point de vue historique, c'est très rare et on a assimilé ça à un événement du type guerre où effectivement vous avez un arrêt brutal de la demande et de l'offre avec quand même une offre qui vient compenser, une grosse partie de l'offre qui est compensée par la fabrication d'armes pendant une guerre. Là, on a essayé de fabriquer des masques et des respirateurs, mais on ne l'a pas fait vraiment avec anticipation. Donc, clairement, on n'a pas remplacé nos capacités de production par par de la production de nouveaux biens. Donc, en ça, vraiment, c'est un événement qui est, on appelle ça l'économie du désastre, dans la mesure où c'est un événement qui touche les deux canaux et qui finalement a une probabilité très rare. Donc, c'est un événement extrême et parce qu'il a une probabilité rare, il est donc difficile à prévoir et il est difficile de mettre des politiques économiques face à ces événements-là, puisque pour des raisons… en fait, on sait quoi faire, mais encore faut-il mobiliser l'argent et les moyens à mettre en place et à mettre en face d'un événement qui a une probabilité très faible d'arriver. Et là, c'est plus d'économie, c'est de la politique. Donc, vous voyez qu'on va détruire les stocks de masques une dizaine d'années avant la crise parce qu'on ne voulait plus investir là-dedans, parce qu'on avait changé la priorité. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment un problème politique. Comment est-ce qu'on fait face à un événement du type désastre comme ça? Le point qui est important, avant de passer à comment est-ce qu'on gère ça et quelles sont les conséquences en Europe, il me semble que vraiment le point qui est très important à comprendre aujourd'hui, c'est que ce type d'événement qu'on appelle désastre et qui a une probabilité faible d'occurrence, en réalité, il semble que la probabilité va augmenter au moins au cours de la prochaine décennie, malheureusement, dans le sens où le réchauffement climatique va nous amener réchauffement climatique et transformation de l'environnement va nous amener à des crises, que ce soit des crises sanitaires ou d'autres ordres. Ça peut être des crises climatiques, ça peut être des crises migratoires, même si j'aime pas utiliser ce terme-là, mais en tout cas des événements, des événements qui peuvent amener une modification des flux migratoires de façon importante et difficile à gérer politiquement. Donc, et je ne vois probablement pas la nature de la prochaine crise. Donc, il faut vraiment comprendre qu'on est rentré là maintenant dans une période où le désastre, il va être probablement de plus en plus important. Donc, il va falloir se doter des politiques pour gérer ce désastre. Ces événements dits à occurrence faible et en fait qui vont se multiplier. Donc voilà, probablement des scénarios d'urgence vont se multiplier et il va falloir mobiliser les gouvernements pour être bien parés pour les prochaines crises. Alors, maintenant, comme l'a dit Reina tout à l'heure, moi je me suis intéressée à l'Europe. Je me suis intéressée à l'Europe il y a une dizaine d'années. J'ai commencé à m'intéresser à l'Europe il y a une dizaine d'années suite à la première crise de l'euro qui a eu lieu en 2010 avec la Grèce. Alors, quel lien avec le Covid, me direz-vous? Il se trouve que il y a quelques pays qui subissent la double peine. Alors voilà, j'ai fait un petit site où on a mis plein de données qui concernent l'Europe et le Covid. Et vous voyez cette carte qui nous montre en fait l'évolution des décès liés au Covid pour 100 000 personnes. Et vous voyez là les dates en fait défilent ici. Vous voyez les ronds grossir au fur et à mesure de la période qu'on vient de vivre. Et il y a quelques pays qui ont subi la double peine d'être
extrêmement touchés d'un point de vue sanitaire. Donc, on pense à l'Italie, mais regardez, hein, l'Espagne est extrêmement touchée aussi. Et donc, on a des pays qui sont très touchés et qui, il se trouve, qui sont sortis de la dernière crise assez abîmés, avec en fait, des situations macroéconomiques très fragiles qui font qu'ils subissent une double peine qui est qu'ils ont été fortement attaqués à cause de densité de population, notamment du fait que certaines frontières, c'est des pays qui ont été et qui sont très cosmopolites, avec pas mal de gens qui viennent et qui repartent, donc très, je veux dire, liés à l'économie internationale, au commerce international. Tout ça fait que certains pays, comme vous le voyez, ont eu un nombre de morts beaucoup plus important que les pays du Nord, là, par exemple. Donc, c'est un ratio, c'est normalisé. Donc, c'est vraiment, il faut comprendre que même quand on le rapporte à la population, en fait, vous voyez, on a là ces pays-là qui sont très touchés par rapport à ceux-ci, ou par rapport à d'autres pays, vous voyez, en Europe. Et il se trouve que parmi ces pays-là, il y en a qui sont sortis de la dernière crise de façon plutôt abîmée après une période d'austérité et une augmentation de la dette publique malgré tout ce qui a été mis en place. Et donc, en réalité, comment ça s'est manifesté ? Ça s'est manifesté comme ceci. Donc, si je vous montre juste l'Italie, l'Espagne, la Grèce et le Portugal, et je vais vous mettre la France en benchmark, en comparaison, vous allez voir normalement, si c'est magique, voilà. Ça, ce sont en fait c'est le taux d'intérêt auquel ces États empruntent aux investisseurs. Donc, c'est le prix qu'on leur demande pour rembourser leurs dettes. Et vous voyez, donc la France, elle est ici, elle est toute petite, elle est bien plus faible que les autres. J'aurais pu vous mettre l'Allemagne. Voilà, c'est très faible. Donc, nous, on nous demande des taux d'intérêt très faibles. Et ces pays-là, qui ont en plus subi une crise sanitaire très importante parce qu'ils étaient dans une situation macroéconomique compliquée, on leur demande un taux d'intérêt plus élevé pour rembourser leurs dettes qui sont déjà très élevées et qui vont énormément augmenté avec la crise. Donc, c'est comme si vous étiez malade, votre cousin n'est pas malade, et il se trouve que vous allez devoir payer un traitement, vous n'avez pas assez d'argent pour le payer, votre cousin non plus, mais en réalité, vous allez avoir besoin d'emprunter de l'argent à votre banque, et votre banque vous dit non seulement tu as besoin de payer ce traitement, toi, tu es plus malade que ton cousin, mais en plus, je te demande un taux d'intérêt plus élevé pour financer ce traitement. Donc voilà, c'est exactement ce qui se passe en Europe en ce moment. Et en fait, en quoi ça pose un problème ? À la limite, pourquoi on est concernés, nous ? Au-delà du fait que certains peuvent tenir au projet européen et au fait qu'on a envie que ça se passe bien pour les voisins, c'est que si les voisins sont très attaqués, en réalité, notre monnaie, l'euro, risque d'être très bousculée sur les marchés financiers et on risque d'avoir du mal à la soutenir, en réalité, à soutenir cette monnaie. Et on a peur de revenir dans des tensions qui ont eu lieu en 2010 où on disait « Ah, mais les Grecs vont sortir de l'euro ». Vous vous souvenez, il y a eu vraiment des référendums qui ont demandé aux Grecs s'ils voulaient garder la monnaie. On a peur de ça pour l'Italie, et puis l'Italie, c'est un pays beaucoup plus important en PIB, en PIB que la Grèce. Donc, s'il se passe quelque chose en Italie, ça risque de remettre vraiment en question le projet européen. Alors là où on peut être un peu rassuré quand même, attendez, parce que mon écran, voilà. Là où on peut être un petit peu rassuré, c'est que regardez ce qui se passe sur 10 ans. Si on compare à ce qui s'est passé il y a 10 ans, quand la Grèce avait été spécialement attaquée et finalement pas mal de pays avaient été très attaqués, vous voyez, les taux d'intérêt avaient énormément augmenté et nous, on est là aujourd'hui.
Donc, en réalité, en fait, vous entendez probablement parler, si vous vous intéressez à l'Europe, et j'imagine que vous l'êtes puisque vous êtes ici, vous avez entendu Ursula von der Leyen hier nous donner un montant de 750 milliards pour aider l'Europe à se reconstruire. Vous avez entendu Christine Lagarde dire qu'elle allait mettre aussi 750 milliards sur la table. Vous avez entendu Macron et Merkel la semaine dernière nous faire des propositions. Donc, vous savez qu'on est sous tension, qu'on essaye de mettre en place des politiques économiques de grande ampleur pour stopper les effets de la pandémie ou en tout cas pour compenser ces effets-là. La bonne nouvelle pour l'instant, c'est que toutes les politiques qui ont été mises en place semblent, en tout cas, interrompre les tensions qui ont commencé, les tensions sur le marché qui ont commencé il y a 2 mois. C'est-à-dire qu'on a eu très peur là, vous voyez, quand ça a augmenté là. En fait, c'est complètement écrasé par la courbe orange. Mais si vous voulez, là, mi-février, début mars, on commence à voir ça et on se dit non, on ne va pas pouvoir revivre ces 2 épisodes-là. Et en fait, les politiques européens vont se mobiliser plus ou moins, de façon plus ou moins efficace, mais vont se mobiliser très vite, très fort. Et en réalité, pour l'instant, on en est là. Donc, c'est trop élevé, mais c'est trop élevé parce qu'on aimerait revenir à un niveau ici, quoi. On ne voudrait plus avoir de hausse là. Mais on a réussi pour l'instant à échapper à cet épisode-là. En fait, ben voilà, tiens, je peux faire ça. Si j'enlève, vous voyez, si j'enlève la Grèce, je suis quand même beaucoup moins écrasée. Vous voyez qu'on a monté, donc on n'aime pas ça. D'ailleurs, le orange, c'est l'Italie. Vous voyez, l'Italie, quand même, elle est sacrément attaquée. Mais on a réussi à faire baisser un petit peu les choses. Donc, voilà, on est à un moment un peu moins inquiétant. Alors, je regarde l'heure. Ça va vite. Donc, j'ai encore une petite dizaine de minutes, même pas 6-7 minutes, il me semble. Ouais. Alors, qu'est-ce que… Donc, le résumé de tout ça, c'est de dire quel est le rapport entre le Covid et la macro. Pourquoi est-ce que l'Espagne et l'Italie souffriraient plus que les autres? Pas seulement pour des questions sanitaires. Il y a une double peine. On sort plus affaibli de la crise. Et ça, j'essaye de vous le montrer. Tenez ici. Voilà. Vous avez des pays qui sont… vous voyez, vous avez l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Là, je vous montre dette sur PIB. Pardon, l'Italie est là. Dette sur PIB. Et vous voyez qu'il y a encore une fois, vous vous souvenez qu'on avait des situations sanitaires plutôt bien plus favorables ici. Et regardez, c'est aussi des pays qui ont des faibles montants de dette publique par rapport à leur PIB, par rapport à ces pays-là. Voilà. Alors, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est qu'en fait, cet énorme choc sanitaire, il a, comme je vous ai dit au départ, paralysé l'économie du côté de l'offre et de la demande. Et donc, on a demandé à l'État de se substituer en fait, au marché à peu près dans tous les pays. Donc, ça s'appelle le chômage partiel. Vous avez des secteurs dans lesquels 80% des employés étaient en chômage partiel. En France, donc ce mécanisme a été mis en place. Dans la plupart des pays européens, ça a été mis en place. Et donc, ça veut dire que les gens n'ont pas perdu de revenus pendant ce temps-là. Ils ont perdu 20% de revenus, pardon. Hein, ils en ont perdu, mais ils n'ont pas été au chômage comme aux États-Unis, ils l'ont été. Donc, on a fait ça. On a mis plein de politiques économiques en place où on a permis aux entreprises de ne pas payer leurs charges, on les a retardées, on va même peut-être les annuler. On a dépensé de l'argent, évidemment, pour les masques et pour les hôpitaux. Pas suffisamment, mais on l'a fait. On a mis tout un arsenal d'outils de politique économique en place.
Et tout ça, ça coûte de l'argent. Et c'est ce qui fait que si vous regardez, par exemple, ça, ce sont en jaune, c'est ce qu'on sait, donc c'est 2019. En rouge, c'est ce qu'on prévoit. Mais en réalité, le rouge, il n'est pas vraiment… je l'ai pris il y a 3 semaines, il a probablement changé parce que, en fait, encore une fois, c'est une crise qui était tellement énorme qu'on n'est pas très bien capable de faire des bonnes prévisions. Mais ce qu'on sait, c'est que la dette publique va énormément augmenter. Et donc, on va passer de 100%, là, 99, à, dans les meilleurs scénarios, 115, mais on n'y croit plus. Là, on est plutôt à 120 quand on est optimiste et 140 quand on est pessimiste. Et vous voyez que pour un pays bien comme l'Italie, on passe de 135 à 158. Voilà, à 156. Donc, on a des pays dans lesquels la dette va énormément augmenter et donc il va falloir rembourser cette dette. Et c'est le dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est comment est-ce qu'on fait pour rembourser une dette et est-ce qu'il faut être inquiet de ça? Alors, le point important sur la dette publique, ce qu'il faut comprendre, le petit truc très subtil, mais pas si compliqué à comprendre, c'est que ce qui est important dans la dette, ce n'est pas le stock, c'est le flux. C'est-à-dire, parce que les États ne meurent pas, ils sont différents de nous, finalement, ce qui doit nous inquiéter, c'est le service de la dette, ce n'est pas le stock. C'est-à-dire qu'on rembourse, un État rembourse sa dette régulièrement, mais à de nouveaux individus. Et comme l'État ne mourra pas, il n'aura jamais à rembourser tout le montant de sa dette à une seule personne et à revenir à zéro. Ce qui est important, c'est d'assurer à tous ces investisseurs qu'eux seront remboursés, de façon à trouver de nouveaux prêteurs régulièrement. Et donc, les nouveaux prêteurs, c'est vous, c'est nous. Hein. C'est quand on a de l'argent sur une assurance vie, en général, on le prête à un État, on le prête à son pays à soi et aussi beaucoup aux autres pays européens. Donc, quand vous mettez de l'épargne sur votre assurance vie, en fait, vous avez un taux d'intérêt qu'on vous offre qui est très bas en ce moment. Alors, vous, ça ne vous arrange pas en tant qu'épargnant, mais ça vous arrange en tant que contribuable. Et donc, ça arrange l'État d'avoir un taux d'intérêt le plus faible possible. Et donc, c'est pour ça que je vous montrais les taux d'intérêt tout à l'heure. Ce qu'on veut, c'est absolument éviter que le taux d'intérêt augmente parce que sinon, ça veut dire que pour le même pour le même stock de dettes, ça va me coûter beaucoup plus cher de rembourser. Et vous voyez, ça peut quand même monter très vite. Et comme l'État emprunte régulièrement sur les marchés pour rembourser les investisseurs d'avant, il faut absolument contrôler vraiment ce qui est important, c'est le taux d'intérêt. Alors, comment est-ce qu'on rassure nos investisseurs? Comment est-ce qu'on leur dit ne vous inquiétez pas, je serai capable de rembourser 20% de plus de mon PIB en dette publique. Finalement, 20%, c'est pas même 20 ou 40%, c'est pas tant que ça. Hein. Si vous le remboursez sur 20 ans, c'est entre 1 et 2% de PIB à dégager chaque année en plus. Voilà. Donc, c'est pas l'angoisse absolue. Si tout va bien, si on stabilise le service de la dette. Si les taux d'intérêt augmentent, là, ça défile. 1 ou 2%, 3% de PIB par an en plus, comment est-ce qu'on les dégage en revenus fiscaux, vous voyez. Il faut des revenus fiscaux, 1 ou 2 points de PIB en plus par an. Sachant que les impôts, ça représente en France… les revenus fiscaux, ils représentent en France entre 30 et 40% du PIB. Donc, c'est pas insurmontable de dégager un peu plus de revenus fiscaux de l'ordre de 1 à 3% par an. Alors, ce n'est pas insurmontable, mais quand même, ça engage beaucoup de débats. Alors, le premier point, en fait, le secret pour rembourser votre dette, c'est de faire de la croissance. C'est de refaire partir l'activité. Pourquoi? Parce que qui dit activité économique dit que automatiquement, l'État va être capable de lever des impôts de façon automatique. S'il y a plus de s'il y a plus de profits des entreprises, eh bien, il y a plus de revenus fiscaux. Si les gens gagnent des salaires, plus de salaires, ou en tout cas qu'il y a plus de gens qui gagnent un salaire, il y aura plus de revenus fiscaux. Et inversement, si vous avez une baisse de l'activité, tout d'un coup, les revenus fiscaux baissent.
Alors, donc, vraiment, le petit secret, entre guillemets, c'est de faire de la croissance économique. Et c'est là qu'on a envie de dire, mais quel type de croissance? Et donc, on pourra y revenir dans les questions après. Mais on a peut-être le droit de s'inquiéter quand on nous dit qu'on va faire de la prime pour de l'achat automobile, quelque électrique ou hybride qu'elle soit, puisque même électrique ou hybride, ça participe à de l'émission carbone. Donc, il faut faire de la croissance, mais probablement, enfin c'est même sûr, il faut réfléchir à quel type de croissance on veut, quel modèle de croissance on veut. Et en fait, c'est le moment de mettre en place des incitations fiscales à faire de la croissance propre. Et probablement, donner une incitation à changer les fenêtres, à faire de l'isolation thermique, rendre gratuits les transports publics dans la ville, baisser le prix des trains SNCF, tout ça, c'est là où l'argent public pourrait être utilisé et qui nous permettrait de modifier notre sentier de croissance vers un sentier plus économique en émissions carbone. Ensuite, je vais finir et je pense qu'on pourra en parler dans les questions. Il y a deux autres façons de rembourser sa dette, par les impôts et par la politique monétaire. Par les impôts, ça veut dire que est-ce qu'on augmente les impôts ou pas dans les 10 prochaines années et sur qui on les augmente. On nous promet qu'on ne les augmentera pas. Bon, moi, j'ai du mal à y croire. Et il y a des impôts qui sont plus ou moins invisibles, mais très douloureux. Donc, il va falloir être très attentif aux augmentations de TVA, de CRDS, de CSG, qui sont des impôts extrêmement régressifs. C'est-à-dire que, vous voyez, la TVA ou la CRDS, c'est le même taux pour tout le monde. Donc, on appelle ça un impôt extrêmement régressif parce que ça veut dire que le pauvre paye, le ménage pauvre paye le même pourcentage de revenus que le ménage riche. Donc, un impôt progressif, on a envie que le taux soit plus élevé pour les riches. Donc, il va falloir être très attentif à ça et je pourrais y revenir dans les questions. On a des propositions pour avoir des impôts qui permettent une transformation d'une société vers une société plus juste, qui puisse réduire les inégalités plutôt que de les augmenter. Donc ça, c'est vraiment un débat qui va être très important puisque on nous promet qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, mais moi, je vous dis, en tout cas, je suis très sceptique sur le fait qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Mais c'est quels impôts on choisit, de la même façon que quelle croissance on choisit, quel impôt on choisit pour rétablir une société plus juste. Et enfin, politique monétaire, c'est la troisième voie. Vous entendez probablement certainement beaucoup en ce moment parler de la Banque centrale européenne et de la politique monétaire qui pourrait racheter toutes les dettes et les annuler, mettre ça à son bilan et finalement faire de la monnaie hélicoptère. Peut-être vous avez peut-être des questions là-dessus. C'est une solution, mais qui a aussi beaucoup de limites. Et probablement pour moi, la principale, elle le fait en ce moment, la Banque centrale européenne, c'est celle qui rachète le plus nos dettes en ce moment. Et elle les met sur son bilan pour 20-30 ans. Donc, la Banque centrale est en train d'énormément aider les États en ce moment. Je dirais juste une limite, la Banque centrale, elle n'est pas élue. Vous n'avez jamais décidé que ce serait Christine Lagarde ou que ce serait telle politique monétaire qui serait mise en place. Donc, il faut juste faire très attention à ne pas donner trop de pouvoir à une institution non élue démocratiquement si on veut garder des équilibres sains dans un système démocratique. Voilà, je m'arrête là, comme ça nous laisse un peu de temps pour dialoguer. Merci beaucoup, Anne-Laure, pour cet aperçu et d'avoir partagé tes résultats. On a quelques questions déjà sur le chat, donc je commence avec une question de Laetitia, mais je ne sais pas laquelle. On va voir. Et donc, les effets observés de cette catastrophe économique sont-ils dus à un manque de solidarité économique au sein de l'Europe? C'est une question. Je pensais que la seule chose qui unissait efficacement l'Union européenne, c'était l'économie. Ok. C'est la même question? Oui. D'accord. Tu veux qu'on en prenne plusieurs ou je réponds au fur et à mesure?
tu réponds au fur et à mesure. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un manque de solidarité et finalement, on avait réussi à construire, au moins, on a construit une union économique, donc comment ça se fait que ça ne tienne pas, quoi, c'est ça. Alors, on peut parler de solidarité. Moi, en tant qu'économiste, je vais vous parler de transfert. C'est à peu près la même chose, mais disons qu'il y a une rationalité économique derrière le terme de transfert qui peut faire comprendre qu'on veuille être solidaire ou pas. De toute façon, ça ne marche pas si on ne l'est pas. En réalité, en fait, on a décidé de partager la même monnaie, l'euro, donc on a adopté la même politique monétaire. On a maintenant une banque centrale unique qui se trouve à Francfort, la Banque centrale européenne. On a encore une banque de France, on a encore une banque d'Italie, mais elle joue un rôle plutôt de superviseur, mais pas de. Elles ne mettent pas en place une politique monétaire. C'est vraiment, on n'en a qu'une. Voilà. Alors, on a probablement tiré des bénéfices à cet euro, à cette monnaie unique, mais on a tiré un énorme inconvénient qui est que justement, on n'a plus qu'une politique monétaire pour tout le monde. Et puis, voilà. Une politique monétaire, ça veut dire que surtout les Italiens et les Espagnols ne peuvent pas dévaluer leur monnaie comme ils l'auraient fait dans les années 80 et 90. On dévaluait encore très facilement sa monnaie pour repartir, faire des exportations moins chères. Et c'était vraiment une façon de relancer la croissance. On ne peut plus le faire aujourd'hui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, honnêtement, l'Italie est trop chère. L'Espagne est trop chère. Non, l'Espagne, j'exagère. Mais l'Italie est probablement trop chère. Et il mériterait de dévaluer. Mais on ne peut pas le faire. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour relancer des pays qui souffrent énormément d'un choc? En fait, il faut leur faire des transferts budgétaires. C'est-à-dire, donc c'est là qu'on appelle à la solidarité. Mais cette solidarité, on l'a fait en France sans s'en rendre compte. En réalité, vous avez des régions françaises qui sont beaucoup plus touchées par le Covid que d'autres. On les a en tête. Et on fait des transferts budgétaires en permanence sans s'en rendre compte. Dans n'importe quelle crise économique, vous avez des régions qui vont être beaucoup plus attaquées que d'autres. Donc, le chômage va augmenter. Et en fait, le chômage dans la région PACA, il n'est pas payé uniquement par les charges sociales des entreprises du PACA. C'est payé par les charges sociales du reste de la France. Quand on fait de la dépense publique pour l'île, pour la région du Nord, ce n'est pas du tout payé que par les contribuables de la région du Nord, c'est payé par tous les Français. Bon, c'est à peu près la même chose qu'il faudrait en Europe, comme ils le font aux États-Unis. Vous avez un niveau fédéral et un niveau par État. Nous, on n'a pas ça en Europe. Et donc, clairement, si on a des problèmes aujourd'hui et si les taux d'intérêt augmentent dans certains pays, c'est justement qu'on n'a pas ces transferts-là. Et donc là, la révolution, vraiment, il y a quelque chose d'assez nouveau qui est arrivé là, c'est que très vite, on a dit on ne tiendra pas cette crise si on ne fait pas de la mutualisation de dette, donc si on ne va pas emprunter sur les marchés ensemble. Donc ça, c'était ce qu'on a appelé les Covid bonds il y a un mois et demi. On a commencé à parler de ça le 15 mars. Et ça a été refusé par les pays du Nord, d'accord, ceux qui souffrent moins aujourd'hui, ce qu'ont dit les pays frugaux. L'Allemagne était très réticente. Il y a eu une modification énorme en Allemagne. L'Allemagne était absolument réticente à faire des transferts. Elle disait, moi, je veux bien aller emprunter de l'argent ensemble, mais vous me le remboursez. Et l'Allemagne, le 18 mai, donc vous voyez, il y a 10 jours, avec Emmanuel Macron, Merkel a dit OK, il faut qu'on mette en place un Recovery Fund, donc un plan de relance européen, où en fait, on va emprunter de l'argent et on va faire des transferts directs au pays. Alors, ça n'est pas accepté encore par les autres. Ça va être négocié au cours des prochains conseils européens. Mais il y a eu vraiment une modification très importante de la ligne, puisque maintenant Angela Merkel est du côté
elle s'est mise du côté transfert. Elle a accepté l'idée de faire des transferts à l'intérieur de la zone euro. Si je peux finir là-dessus, en fait, il y a quelque chose d'assez ironique, c'est que le 5 mai, vous avez peut-être entendu parler d'une décision de la Cour de justice allemande qui a fait pas mal de bruit pour les gens qui s'intéressent à l'Europe, parce que la Cour de justice allemande a dit, en fait, le programme de politique monétaire que vous mettez en place, il n'est pas constitutionnel, il n'est pas compatible avec la constitutionnalité allemande, et donc on donne 3 mois à la Banque centrale européenne pour montrer que ça n'a pas trop d'effet sur en dehors de l'inflation, en dehors de la stabilité des prix. Ça a été vraiment, c'était une très mauvaise nouvelle. Moi, je me souviens quand j'ai vu l'annonce le 5 mai. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en gros, ça remettait en question la seule politique qui marchait, la politique monétaire. Et en réalité, du 5 au 18, donc il s'est passé 13 jours, Angela Merkel a vraiment changé de ligne à ce moment-là. Elle a probablement pris peur et elle a dit, OK, donc si on doit remettre en question la politique monétaire, il va falloir à un moment faire de la politique budgétaire, c'est-à-dire des transferts, comme je vous le disais, comme on fait en France, comme on fait aux États-Unis. On va emprunter ensemble pour aller aider les régions qui souffrent le plus. Alors, on a 2 questions liées sur l'économie verte. Donc, la première, comment faire maintenant une croissance propre verte quand les personnes aux manettes sont ceux qui étaient déjà là et ils ne sont pas très fans de ce type de croissance. Et la deuxième, l'augmentation des impôts peut-elle servir exclusivement à une croissance verte ou pas? Ok. Alors, oui, donc oui, il y a de l'économie politique, c'est-à-dire que donc sur la première question, comment changer les recettes avec les mêmes personnes, quoi. Bon, donc ça c'est un débat démocratique et on va avoir des élections bientôt. Donc on voit bien que les thèmes sur l'environnement sont abordés par tous les partis politiques aujourd'hui. Donc c'est probablement le thème qui va peser le plus aux prochaines élections. Et vous voyez bien que aux dernières élections en Allemagne, vraiment les Verts ont raflé une mise importante. Et ce qui est même étonnant, ce qui est très étonnant, c'est que dans des partis dits radicaux, on parle d'environnement aujourd'hui. Hein. On ne peut pas s'en passer. Alors, on peut parler d'environnement en fermant les frontières ou pas, mais on parle d'environnement. Donc, bon, ça, c'est du côté des politiques. Moi, ce qui m'inquiète plus, ce que je veux dire, c'est que du côté des politiques, il y a quand même une pression de la société civile pour ceux qui sont très sensibles. Attendez, une seconde, excusez-moi. Les filles, je vous entends là. Les filles, oh! Ouais. J'ai ma fille avec ses copines. Alors, c'est jamais suffisant, mais on a une pression de la société civile qui est importante aujourd'hui et il faut continuer. Et cette pression, elle se manifeste au moment des élections et on a quand même vraiment fait changer les lignes. C'est probablement pas suffisant, mais on le fait. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est les entreprises. En fait, c'est le secteur privé, c'est les intérêts privés qui, eux, ne sont pas soumis évidemment à une pression démocratique, ils sont soumis à une pression de consommateurs et encore, parce que vous voyez bien que dans pas mal de ménages, il est difficile de faire l'arbitrage entre je fais attention à mon environnement et je fais attention à mon portefeuille. Donc, ils n'ont pas tant que ça ils ont de la pression, mais ces multinationales qui tiennent, qui ont acquis une importance vraiment majeure face aux États, ceux-là, ils m'inquiètent beaucoup parce qu'ils sont capables d'évader à l'impôt, ils sont capables d'évader aux réglementations, ils sont capables de coller une pression monumentale aux politiques en leur disant « mais attends, si tu veux nous faire ça, nous on part et on te supprime tant d'emplois ».
Et donc, vous voyez, c'est ce qui est en train de se passer sur les primes au rachat de voitures en ce moment, c'est probablement très lié à ça. C'est-à-dire qu'on aimerait bien, on aimerait bien entendre parler d'autres types de mesures fiscales, mais on vous dit en permanence, ah bah oui, mais ça va supprimer les emplois dans l'automobile. Donc voilà, c'est plutôt du côté des acteurs privés que ça m'inquiète, qu'il n'y a pas une prise de conscience très importante de ce côté-là, parce qu'il y a des intérêts privés et des profits tels en jeu que c'est compliqué de faire face à ça. Alors, est-ce que l'impôt peut aider à faire une transition? Est-ce que ça peut ne faire que ça? Nous, on a fait une proposition avec un collectif qui s'appelait le TEDEM, le Traité pour la démocratisation européenne, dont faisait partie Thomas Piketty, où on a proposé des impôts européens qui passent par une taxe carbone, mais aussi impôts sur les multinationales, impôts sur les hauts patrimoines et impôts sur les hauts revenus, donc pour le dire autrement, un ISF européen, et un taux d'imposition plus important pour les hauts revenus, pour essayer de modifier le modèle économique, et essayer à la fois de rétablir de la justice sociale et de changer la transition. D'implanter une transition écologique. Et du coup, attendez, je suis désolée, ça sonne et ma fille ne réagit pas. J'en ai vraiment pour une seconde. Excusez-moi. Jeanne! Jeanne! Oui. Pardon, je suis désolée. Ouais, donc impôts et changement climatique, évidemment qu'on peut faire des choses avec l'impôt pour modifier la transition, pour modifier le sentier de croissance. Vous disiez tout à l'heure, investissement aide publique pour changer les fenêtres, pour faire de l'isolation thermique, aide publique pour rendre les transports publics gratuits, pour baisser le prix de la SNCF par rapport à l'avion. Il y a plein de choses à faire au niveau des impôts et des dépenses publiques pour taxe sur les billets d'avion, plutôt que taxe sur le carbone et l'essence et le diesel directement payés par des revenus faibles, mais impôts sur taxe sur les billets d'avion. Voilà, il y a plein de choses à faire évidemment pour changer ce modèle. Alors, il y a une troisième question sur le sujet écolo. Et la suivante. Est-il réaliste d'espérer une modification de l'économie avec un recours plus important à l'économie de proximité? Cette crise aura-t-elle des répercussions durables positives à votre avis ou pas? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle proximité. Donc, on peut dire proximité locale, économie locale, et proximité baisse du commerce international. Dans les deux cas, ça va probablement changer le mode de consommation de certains ménages. Encore faut-il qu'ils soient quand même que les revenus soient assez élevés pour pouvoir se permettre de consommer du local, parce que souvent, en fait, le Made in China coûte moins cher, ou tout simplement, regardez, les fruits et légumes, c'est moins cher quand ça vient d'Espagne que quand ça vient de France, très souvent, et c'est encore moins cher quand ça vient du Chili. Donc bon, voilà, il y a des arbitrages, c'est pour ça que l'impôt peut aider, que des mesures fiscales peuvent aider. Et après, ce qui va être, ça c'est nos paniers à nous, mais ce qui va être vraiment fondamental, c'est comment est-ce que les entreprises vont aller vont faire le sourcing sur les marchés internationaux. Est-ce que ça va pousser les entreprises françaises à réduire leur chaîne de valeur et à aller moins en Chine et plus à proximité, mais proximité, ça peut être une proximité européenne. Donc,
Oui et non. C'est-à-dire qu'en réalité, dans certains secteurs, ça a clairement mis des signaux d'alarme sur le fait qu'il y avait des chaînes d'approvisionnement stratégiques qu'il fallait absolument assurer. Donc, quand vous avez besoin de masques, il ne faut pas que ça vienne de Chine. Voilà, le problème, c'est que qu'est-ce que ça veut dire stratégique, hein? Les masques, aujourd'hui, c'est stratégique, mais bon, dans 2 ans, quand s'il y a un risque climatique, ce sera plus stratégique. Donc, voilà, il faut réussir à bien définir les choses. Mais bon, voilà, ça va probablement changer les comportements sur des produits qu'on dit stratégiques. Mais voilà, qu'est-ce qui est stratégique aujourd'hui? Qu'est-ce qui sera demain? C'est compliqué. Sur des produits moins stratégiques, l'Europe représente déjà une grosse partie de l'approvisionnement. On fait beaucoup de commerce intra-européen. Ça peut peut-être le renforcer, mais pour l'instant, de toute façon, on n'a pas les données. On n'a pas les données, mais pour l'instant, on ne voit pas une énorme modification des chaînes de valeur, à part sur des points très stratégiques. Ok, on passe plutôt vers les domaines de l'Union européenne, là. Et on a la question suivante. Est-ce que si on diminue les commerces internationaux, est-ce que certains pays ne risquent pas de sortir de la zone euro et jusqu'où cela pourrait-il impacter la Banque centrale européenne et la Banque centrale de France? J'essaye de faire le lien entre le commerce international et l'euro. Non, l'idée, c'est... je ne suis pas sûre de faire le lien entre commerce international et la monnaie, mais je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être plus... Il y a certains pays qui doivent se... En fait, vraiment, c'est cette idée de double peine, quoi. C'est que on peut remettre en question la zone euro si certains pays ne se relèvent pas très vite. Et donc, il se trouve que ces pays-là sont assez dépendants du commerce international, en effet. L'Italie, l'Espagne, qu'ils ont besoin de rétablir leur balance commerciale, donc de rétablir des exportations pour gagner de l'argent. Donc, vous voyez, c'est encore une fois, je suis dans une contradiction avec ce que je viens de vous dire avant. C'est compliqué, en fait, à un moment de faire du commerce international, des exportations et de respecter ses émissions de carbone. Et donc, il faut qu'on puisse rétablir quand même une certaine activité économique pour que ces pays puissent se relancer rapidement et effectivement qu'il n'ait pas, plus le choix que de sortir de la zone euro. Merci alors. Et bon, on est déjà quasiment 19h, donc je pense qu'on va arrêter avec les questions là. Alors, est-ce qu'il y a des derniers mots, un message que tu voulais dire pour clôturer cette présentation? Alors, il faut... j'imagine que si vous êtes là, vous êtes des citoyens déjà très engagés, mais il faut savoir, du coup, chacun ses combats. Moi, mon combat, vous l'avez compris, ça va être de regarder ce qu'on fait avec la fiscalité. C'est-à-dire, il va falloir être extrêmement attentif de tous les impôts qui vont augmenter sans qu'on nous le dise vraiment. La CRDS a augmenté, elle n'a pas augmenté, mais on devait arrêter la CRDS en 2023 et finalement, ça n'a pas encore été voté, mais il y a un projet de loi qui va la prolonger jusqu'en 2030. Sur les participants ici, je ne sais pas combien de personnes sont au courant, mais je ferai le pari que soit 0, soit 3. Donc voilà, c'est le genre de petites choses qui vont passer de façon très inaperçue et qui vont avoir un impact sur, en réalité, la capacité, sur la justice fiscale et la justice sociale. Donc il va falloir être très attentif à ça. Et il va falloir être très attentif à toutes les politiques
de relance qu'on nous propose et qui passe par racheter des voitures et consommer des produits qui font de l'émission carbone, qui ne nous permettent pas de changer notre transition. Merci beaucoup, Anne-Laure. Et on a mis sur les chats, la boîte du chat là, et les liens vers des articles récents d'Anne-Laure. Donc, on vous invite vraiment à lire, ce sont bien intéressants. Okay. Charlotte? Hop, j'avais mon micro. Donc, on voulait vous remercier vraiment tous pour votre présence aujourd'hui, pour vos questions. Merci encore Anne-Laure pour ta présentation et la réponse à toutes ces questions. On est désolé, on n'a pas pu prendre toutes les questions. On a essayé un petit peu de prendre ça par sujet et de recréer des questions suite à ce que vous notiez dans le chat. Voilà, mais merci beaucoup. On est super contente de commencer ce cycle de conférences avec vous et toutes. Et merci aussi du coup à nos associations marraines, donc 5 Tons, Femmes et Sciences et Femmes d'aujourd'hui. Et nous espérons de vous retrouver pour les prochaines conférences. Pensez à en parler autour de vous sur cette cycle de conférences. Jeudi prochain, nous accueillons Delphine Mouriot, toujours à 18h, et elle va nous parler du monde des virus. Donc encore merci à tous et bravo Anne-Laure pour ton travail, pour la présentation, et à très bientôt, à la semaine prochaine. Bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.